Bienvenue sur Récits de guerre, secret. Merci de nous suivre et de soutenir ce travail de mémoire. Pour nourrir le débat, je vous invite à laisser votre point de vue en commentaire. Nous commençons. Je n'ai jamais pensé qu'un morceau de pain pouvait coûter une vie entière. Mais ce soir de novembre 1942, quand j'ai accepté l'invitation du lieutenant allemand à dîner dans le réfectoire des officiers, j'ai scellé mon destin sans le savoir. Et aujourd'hui, 57 ans plus tard, je porte encore les cicatrices de ce choix, pas sur mon corps, mais gravées si profondément dans mon âme qu'elles saignent chaque fois que je ferme les yeux. Je m'appelle Marianne Dupont, j'avais 23 ans quand les Allemands ont occupé notre petite ville de Normandie. Et j'étais veuve depuis 2 ans, mon mari André ayant été tué pendant la débâcle de juin 1940 près de Sedan, une balle dans la tête, mort sur le coup, et moi, restée seule dans notre appartement, au-dessus de la boulangerie Moreau, à travailler à l'usine textile pour un salaire de misère qui ne suffisait même pas à acheter les rations quotidiennes sur le marché noir, où les prix grimpaient chaque semaine. L'occupation avait transformé notre ville en prison à ciel ouvert. Les Allemands avaient réquisitionné les meilleurs bâtiments. La mairie servait de commandant de tour. L'hôtel de ville hébergeait les officiers. Et partout flottaient ces drapeaux rouges avec la croix gammée noire qui me donnait la nausée. Chaque matin, quand j'ouvrais mes volets pour découvrir qu'ils étaient toujours là, que ce cauchemar continuait, jour après jour, mois après mois, année après année, sans aucun signe que cela finirait jamais. Les réquisitions étaient constantes. Ils prenaient notre blé, notre viande, nos légumes, nos œufs. Tout partait pour nourrir la Wehrmacht et l'Allemagne, pendant que nous, les Français, recevions des tickets de rationnement qui nous donnaient droit à 200 grammes de pain par jour, 50 grammes de viande par semaine, et encore, fallait-il faire la queue pendant des heures devant les magasins presque vides, en espérant qu'il resterait quelque chose quand viendrait notre tour. J'ai vu des gens mourir de faim dans notre ville. Pas de la faim spectaculaire qui tue en quelques jours, mais de cette faim lente et insidieuse qui ronge le corps pendant des mois, qui transforme les visages en masques de crâne, qui fait trembler les mains, qui vole toute énergie jusqu'à ce qu'un matin, on ne se réveille simplement pas. Et Madame Beaumont, du 3e étage, est morte comme ça, en mars 1942. 68 ans, retrouvée dans son lit, légère comme un oiseau quand ils l'ont emportée. Et tout le monde savait pourquoi, mais personne n'en parlait. Parce que dire qu'on mourait de faim, c'était admettre notre défaite totale, notre humiliation complète. L'hiver 41-42 avait été terrible. Le froid mordait jusqu'aux os. Le charbon était rationné. Les gens brûlaient leurs meubles pour se chauffer. Et moi, je restais au lit, sous toutes mes couvertures, en essayant de ne pas penser à la faim qui creusait mon estomac comme une bête affamée qui grignote de l'intérieur. Le marché noir était la seule solution pour survivre, mais les prix étaient impossibles pour quelqu'un comme moi. Un œuf coûtait ce que je gagnais en 2 jours de travail à l'usine. Un poulet représentait 1 mois de salaire. Et je voyais bien que certaines de mes voisines ne maigrissaient pas autant que moi, qu'elles avaient encore des joues rondes et de la force dans les bras. Et je savais comment elles obtenaient cette nourriture supplémentaire. Je voyais les soldats allemands qui montaient chez elles le soir, qui redescendaient le matin, et le lendemain, ces femmes avaient du beurre, du fromage, des choses qu'on n'avait pas vues depuis des mois. Je les jugeais. Je me disais que j'étais différente, que jamais je ne tomberais aussi bas, que je préférerais mourir de faim plutôt que de me vendre à l'ennemi. Et je continuais à maigrir, à m'affaiblir, jusqu'à ce soir de novembre où tout a basculé. J'étais sortie chercher ma ration de pain à la boulangerie. La queue s'étirait sur 20 mètres. Des femmes épuisées avec des paniers vides qui attendaient depuis l'aube.
Et quand mon tour est enfin arrivé, après 3 heures d'attente dans le froid humide qui transperçait mon manteau trop léger, Monsieur Moreau m'a tendu mon morceau de pain, 150 grammes au lieu de 200 parce qu'il n'y en avait plus assez. Et ce pain était gris, dur, fait avec de la farine coupée à la sciure, mais c'était tout ce que j'aurais pour tenir jusqu'au lendemain. Je marchais dans la rue principale en serrant mon pain contre moi comme un trésor, quand une voiture militaire allemande s'est arrêtée à ma hauteur, et un officier en est descendu, la trentaine, grand, les cheveux blonds, l'uniforme impeccable avec les insignes de lieutenant sur les épaules. Et il m'a regardé avec quelque chose dans les yeux que je n'avais pas vu depuis longtemps. Pas du mépris ou de l'indifférence, mais quelque chose qui ressemblait à de l'intérêt, peut-être même de la compassion. Il m'a parlé en français, avec un accent allemand prononcé mais compréhensible. Il m'a dit « Excusez-moi, mademoiselle, je vous ai vue et j'ai pensé que vous aviez l'air d'avoir froid. Puis-je vous offrir un café pour vous réchauffer ?» Et ma première réaction a été de dire non, de m'éloigner rapidement, de ne pas être vue en train de parler avec un Allemand parce que les gens regardaient déjà. Les rideaux bougeaient aux fenêtres, les langues allaient se délier. Mais il faisait si froid et j'avais si faim. Et ce mot « café » résonnait dans ma tête comme une promesse impossible. Parce que le vrai café avait disparu depuis 2 ans, remplacé par de la chicorée amère, et l'idée de boire quelque chose de chaud, de vraiment chaud, était si tentante que j'ai hésité 1 seconde de trop. Il a vu mon hésitation et a souri. Pas un sourire arrogant de conquérant, mais un sourire doux, presque timide. Et il a ajouté « Je m'appelle Karl Weber, je suis stationné ici depuis 6 mois et je ne connais personne dans cette ville. Tout le monde me regarde comme si j'étais un monstre. Et peut-être que je le suis à vos yeux. Mais je suis aussi juste un homme loin de chez lui qui aimerait avoir une conversation avec quelqu'un. J'aurais dû partir. J'aurais dû dire non merci et m'en aller. Mais quelque chose dans sa voix, dans ses yeux gris qui me regardaient sans cette dureté que j'avais vue chez les autres soldats, m'a fait dire « oui d'accord, juste un café ». Et nous sommes allés au café Dupuis que les Allemands avaient réquisitionné pour leurs officiers. Et en entrant, j'ai senti tous les regards se poser sur moi. Les soldats allemands qui s'interrompaient dans leur conversation, le patron, M. Dupuis, qui me fixait avec un mélange de surprise et de dégoût, et j'ai voulu faire demi-tour. Mais Karl a posé sa main légèrement sur mon bras et m'a guidé vers une table près de la fenêtre. Il a commandé du vrai café, du café allemand qu'il faisait venir de Dieu sait où. Et quand la tasse fumante est arrivée devant moi, l'odeur seule m'a presque fait pleurer, parce que je ne me souvenais même plus de ce que c'était que de boire du vrai café. Et la première gorgée était si bonne, si chaude, si réelle après des mois de privation, que j'ai fermé les yeux et pendant 1 seconde, j'ai oublié où j'étais et avec qui j'étais. Karl parlait. Il me racontait qu'il venait de Munich, qu'il était professeur de littérature avant la guerre, mobilisé en 1939, envoyé en France après la victoire. Et il détestait cette guerre. Il détestait l'uniforme qu'il portait. Il voulait juste rentrer chez lui, retrouver ses livres et ses élèves. Et je l'écoutais en me disant que c'était peut-être un piège, une ruse pour me faire baisser ma garde. Mais sa voix avait quelque chose de sincère, de las, de profondément triste qui me semblait impossible à feindre. Il m'a demandé mon nom et je dis « Marianne », juste Marianne, sans donner mon nom de famille, comme si garder ce secret pouvait me protéger de quelque chose. Et il a souri et répété « Marianne, c'est joli ». Et puis, il m'a demandé si j'avais faim. Et sans attendre ma réponse, il a appelé le serveur et commandé du pain blanc, du beurre, de la confiture, des choses que je n'avais pas vues depuis l'occupation.
Et quand le plateau est arrivé, j'ai regardé cette nourriture avec une envie si violente que j'en avais honte. « Mange, a dit Karl doucement. S'il te plaît, mange. Je vois bien que tu as faim. » Et cette façon de me tutoyer créait une intimité que je n'avais pas cherchée, mais qui s'installait malgré moi. Et j'ai pris une tartine de pain blanc avec du beurre, et j'ai mordu dedans. Et la texture moelleuse, le goût riche du beurre frais ont explosé dans ma bouche. Et j'ai mangé comme une affamée que j'étais, sans élégance, sans retenue. Et Karl me regardait avec quelque chose qui ressemblait à de la tristesse. Et il a dit « Je suis désolé. Désolé que vous deviez vivre comme ça. Désolé pour cette guerre. Désolé pour tout. » Et ces mots venant d'un officier allemand auraient dû sonner faux, mais ils ne sonnaient pas faux. Ils sonnaient comme des excuses véritables d'un homme qui portait le poids d'une culpabilité qui n'était pas entièrement la sienne. Nous sommes restés assis là pendant 1 heure, peut-être 2, et il parlait de littérature française qu'il aimait, de Balzac et Flaubert et Zola. Et moi qui avais été institutrice avant mon mariage, je retrouvais le plaisir d'une conversation intelligente que je n'avais pas eue depuis des années. Et pendant ce temps, j'oubliais que dehors, les gens me voyaient assise avec un Allemand. J'oubliais que demain, les langues iraient bon train. J'oubliais tout, sauf la chaleur du café et le goût du pain blanc, et cette conversation qui me faisait me sentir humaine à nouveau, après des mois à n'être qu'un estomac vide et des mains tremblantes. Quand nous nous sommes levés pour partir, Karl m'a demandé « Est-ce que je peux te revoir, demain peut-être ?» Et j'ai dit « Je ne sais pas, je ne devrais pas, les gens vont parler. » Et il a dit « Les gens parlent toujours, mais toi, tu as besoin de manger. Laisse-moi t'aider, au moins pour ça. » Et j'ai vu dans ses yeux qu'il savait exactement ce qu'il faisait, qu'il connaissait ma faiblesse, ma faim, ma solitude, et qu'il les utilisait, mais avec une gentillesse qui rendait tout cela plus compliqué que si ça avait été du cynisme pur. Je suis rentrée chez moi ce soir-là, avec le ventre plein pour la première fois depuis des mois, mais avec un poids nouveau sur la conscience. Et en passant devant la boulangerie, j'ai croisé Madame Mercier, qui m'a regardée avec un mépris si évident qu'elle n'a même pas eu besoin de parler. Et j'ai compris que déjà, la nouvelle s'était répandue, que déjà, j'étais marquée, que déjà, on me jugeait. Et une partie de moi voulait crier que j'avais juste bu un café, que je n'avais rien fait de mal, mais une autre partie savait que c'était le début de quelque chose, que demain, je retournerai le voir. Parce que la faim est plus forte que la fierté, et que petit à petit, je franchirai des lignes que je m'étais promis de ne jamais franchir. Le lendemain, Karl m'attendait au même endroit, à la même heure, et je suis venue. Et nous avons parlé encore, et il m'a donné à manger encore. Et cela a continué jour après jour, semaine après semaine, jusqu'à ce que les rencontres ne soient plus seulement pour la nourriture, mais parce que quelque chose s'était développé entre nous. Quelque chose que je ne voulais pas nommer, parce que nommer les choses les rend réelles. Et je ne pouvais pas admettre que j'étais en train de tomber amoureuse d'un officier allemand. Que cet homme en uniforme ennemi, qui représentait tout ce que je devais haïr, était devenu la seule lumière dans ma vie obscure. Les 20 mois qui ont suivi cette première rencontre ont tissé entre Karl et moi quelque chose que le monde extérieur ne pouvait ni comprendre ni pardonner. Et quand les chars américains sont entrés dans notre ville, le 17 août 1944, sous les acclamations de la foule qui criait « Libération, libération », je savais au fond de moi que pour moi, il n'y aurait pas de libération. Seulement un nouveau cauchemar qui commencerait là où l'ancien s'était terminé. Karl était parti 3 jours plus tôt avec son unité, replié vers l'est face à l'avancée alliée. Et nos adieux dans l'obscurité de mon appartement avaient eu le goût amer des choses inachevées. Il m'avait promis de revenir me chercher après la guerre,
de m'emmener en Allemagne, de construire une vie ensemble, loin de ce pays qui nous haïssait tous les deux. Et j'avais hoché la tête, en sachant que c'était un mensonge nécessaire que nous nous racontions pour rendre la séparation supportable. Mais en réalité, je savais que je ne le reverrais jamais, que la guerre nous avait permis de nous rencontrer et que la fin de la guerre nous séparerait pour toujours. Le 18 août au matin, le jour après la libération, j'ai été réveillée par des coups violents à ma porte, des coups qui faisaient trembler le bois dans son cadre, et des voix d'hommes qui criaient « Ouvre, salope! Ouvre! On sait que tu es là !» Et mon cœur s'est glacé parce que je reconnaissais ces voix. C'étaient celles de mes voisins, de monsieur Garnier, le boucher, qui n'avait pas fermé sa boutique un seul jour pendant l'occupation et qui vendait sa meilleure viande aux Allemands, de Paul Leclerc, le facteur, qui lisait le courrier des gens et dénonçait ceux qui critiquaient Pétain, d'hommes qui, pendant 4 ans, avaient courbé l'échine et s'étaient accommodés de l'occupation, et qui, maintenant que les Allemands étaient partis, cherchaient quelqu'un sur qui déverser leur rage et leur honte. J'ai ouvert la porte et ils se sont engouffrés dans mon appartement comme une meute. 6 ou 7 hommes, avec des brassards tricolores qu'ils avaient cousus la veille pour se faire passer pour des résistants. Et Garnier m'a attrapé par les cheveux que j'avais laissé pousser longs pendant toute cette période. Et il a dit « On va te montrer ce qu'on fait aux putains des Boches ». Et j'ai essayé de me débattre, mais ils étaient trop nombreux, trop forts. Et ils m'ont traîné hors de mon appartement, dans l'escalier, dans la rue, où déjà une foule s'était rassemblée. La place du village était noire de monde. Des centaines de personnes venues assister au spectacle. Et au centre de la place, on avait installé une chaise en bois, comme un trône de jugement. Et autour, il y avait d'autres femmes déjà, 5 ou 6, certaines que je connaissais. Sylvie, qui travaillait comme serveuse au café des officiers. Marguerite, qui avait eu un enfant d'un soldat allemand. Louise, qui faisait le ménage à la commandanture. Toutes avec les cheveux encore intacts, mais les yeux remplis de terreur, parce qu'elles savaient ce qui allait arriver. Elles avaient entendu les histoires d'autres villes, où les femmes accusées de collaboration horizontale étaient tondues publiquement comme des moutons. On m'a poussé vers le groupe et la foule a hurlé. Des cris de haine pure. Et j'ai vu des visages que je connaissais depuis l'enfance transformés en masques de fureur. Madame Beauchamp, qui m'avait enseigné à l'école primaire, criait « traîtresse ». Monsieur Dupuis, le patron du café où j'allais avec Karl, me crachait dessus, en oubliant que c'est lui qui nous servait et empochait l'argent allemand. Et partout, des poings levés, des insultes, un déchaînement de violence qui attendait juste d'être libéré. Un homme est monté sur une caisse, un type que je n'avais jamais vu, qui se présentait comme chef de la résistance locale, alors que pendant toute l'occupation, il n'y avait pas eu de résistance organisée dans notre ville. Juste quelques actes isolés, des tracts, du sabotage mineur. Et il a commencé à prononcer un discours sur la purge nécessaire, sur ces femmes qui avaient souillé l'honneur français en couchant avec l'ennemi, qui méritaient d'être punies pour leur trahison. Et la foule applaudissait et criait « Oui, oui, punissez-les !» Et moi, je regardais ces gens, ces mêmes personnes qui pendant 4 ans avaient vendu aux Allemands, travaillé pour eux, dîné avec eux, fait des affaires avec eux. Et maintenant, ils se lavaient de leur propre compromission en nous sacrifiant, nous, les femmes, en faisant de nous les boucs émissaires de leur culpabilité collective. Ils ont commencé par Sylvie. Ils l'ont assise sur la chaise et un homme avec une tondeuse mécanique s'est approché. Et la tondeuse était émoussée, rouillée. Elle arrachait autant qu'elle coupait et Sylvie hurlait pendant qu'il lui rasait la tête. Le sang coulait de son crâne, là où les dents métalliques avaient mordu trop profond. Et la foule riait de sa douleur, de ses cris, de son humiliation. Puis ça a été mon tour. Ils m'ont traîné jusqu'à la chaise et m'ont forcé à m'asseoir.
Et quelqu'un a crié « Celle-là, il faut la déshabiller aussi, qu'on voit la putain dans toute sa splendeur !» Et avant que je puisse réagir, des mains m'ont arraché mon chemisier, ont déchiré ma jupe et je me suis retrouvée en sous-vêtements devant des centaines de personnes. Des hommes qui regardaient mon corps avec des yeux avides. Des femmes qui criaient encore plus fort, comme si ma nudité les offensait plus que celle des soldats allemands qui avaient uriné dans nos rues pendant 4 ans. La tondeuse a mordu dans mes cheveux et j'ai senti la douleur aiguë du métal qui arrachait, qui tirait, qui coupait, et mes cheveux tombaient en mèches épaisses sur mes épaules nues, glissés sur ma poitrine. Et l'homme qui me tondait riait en disant « Regarde-moi ça, comme elle est mignonne maintenant la collabo !» Et ses mains tremblaient, soit de rage, soit d'excitation. Et la tondeuse dérapait, entaillait mon cuir chevelu. Et le sang coulait chaud le long de mon crâne, se mélangeait à mes larmes que je ne pouvais plus retenir. Quelqu'un a apporté un pot de peinture noire et un pinceau, et ils ont peint une croix gammée sur ma poitrine nue. Le pinceau rugueux qui grattait ma peau, la peinture froide qui coulait entre mes seins, et la foule applaudissait comme si c'était un spectacle de foire, comme si j'étais un animal de cirque qu'on dresse. Et j'ai cherché des yeux un visage ami, quelqu'un qui me défendrait, qui dirait « Stop, c'est assez, elle a compris ». Mais il n'y avait que de la haine, du mépris, de la jouissance sadique dans tous ces regards. Une vieille femme s'est approchée, Madame Renaud, qui habitait mon immeuble, et elle m'a craché au visage en disant « Tu as déshonoré toutes les femmes françaises, mon fils est mort au combat pendant que tu te faisais baiser par les boches. » Et son crachat coulait sur ma joue et je ne pouvais même pas l'essuyer parce que 2 hommes me tenaient les bras. Et j'ai dit d'une voix brisée « Je n'ai rien fait de mal, j'ai juste voulu survivre. » Mais ma voix s'est perdue dans le vacarme des huées. Ils m'ont forcé à me lever et m'ont fait marcher à travers la ville. Une procession grotesque où j'étais l'attraction principale, déminue, le crâne rasé et cinglant, la croix gammée peinte sur la poitrine, et derrière moi les autres femmes tendues, et autour de nous la foule qui nous suivait en criant, en lançant des pierres, des ordures, des crachats. Et je marchais pieds nus sur les pavés chauds d'août. Mes pieds se coupaient sur les éclats de verre et les pierres pointues. Mais la douleur physique n'était rien comparée à l'anéantissement moral de cette marche de la honte. Nous avons traversé toute la ville, de la place centrale jusqu'à la route qui menait vers les champs. Et les gens sortaient de leur maison pour nous voir passer. Les enfants couraient à côté de nous en nous jetant de la boue. Et je voyais dans leurs yeux une cruauté apprise, transmise par leurs parents qui leur enseignaient que la violence était acceptable quand elle était dirigée contre les bonnes cibles. À un moment, une femme s'est détachée de la foule. C'était Hélène Martin. Et pendant l'occupation, elle venait chez moi pleurer parce que son mari la battait. Et je lui donnais du thé et je l'écoutais. Et maintenant, elle s'approchait de moi avec une paire de ciseaux. Et elle a coupé les dernières mèches que la tondeuse avait manquées. Elle coupait en arrachant et elle disait « Tu m'as trahi, toi aussi, tu nous as toutes trahies. » Et je voyais qu'elle pleurait en faisant ça, que quelque part sous sa colère, il y avait peut-être de la tristesse ou de la culpabilité, mais que ces sentiments étaient noyés sous le besoin de participer à la curée collective. Un groupe de jeunes hommes, des types qui avaient 18-19 ans et qui avaient passé toute l'occupation à ne rien faire, ni résister, ni collaborer, juste à attendre que ça se termine, se sont mis à nous entourer et à nous toucher. Des mains qui tâtonnaient sur nos corps à moitié nus, et quand j'ai essayé de repousser l'un d'eux, il m'a giflé si fort que j'ai vu des étoiles. Et il a dit « Maintenant tu fais la difficile, mais avec les Allemands, tu écartais les cuisses facilement. » Et ses amis ont ri, et l'un d'eux a dit « On devrait leur faire ce qu'elles ont fait avec les Boches, comme ça elles comprendront. » Et pendant un instant, j'ai cru qu'ils allaient le faire, qu'ils allaient nous violer, là,
au milieu de la route pendant que la foule regardait. Mais quelqu'un a crié « Non, elle ne mérite même pas ça !» Et ils se sont contentés de nous pousser, de nous faire tomber, de nous donner des coups de pied. Quand nous sommes arrivés à la limite de la ville, là où la route se divise, celle qui va vers l'est et celle qui va vers l'ouest, le chef de la résistance autoproclamée a déclaré que nous étions bannis, que si nous revenions, nous serions arrêtés et jugés pour collaboration, peut-être même exécutés, et que nous avions 1 heure pour disparaître, sinon il lâcherait les chiens sur nous. La foule a commencé à se disperser, satisfaite du spectacle. Les gens rentraient chez eux pour dîner et raconter ce qu'ils avaient vu. Comment on avait puni les salopes qui avaient couché avec les Allemands. Et nous, on est restés là, toutes les 6, sur le bord de la route, à moitié nus, tondus, ensanglantés. Et personne ne parlait, parce que les mots étaient inutiles. Qu'est-ce qu'on pouvait dire qui aurait du sens après ce qu'on venait de vivre? Sylvie est partie la première. Elle a pris la route de l'ouest sans un mot, et les autres ont suivi, une par une, dans différentes directions. Et moi, je suis restée là, encore quelques minutes, à regarder ma ville. Cette ville où j'étais née, où j'avais grandi, où j'avais épousé André, où j'avais pensé vieillir et mourir. Et je savais que je ne pourrais jamais y revenir, que ma vie d'avant était morte, aussi sûrement que si on m'avait mise dans une tombe. J'ai pris la route de l'Est, celle qui menait vers rien de particulier, juste loin d'ici. Et j'ai marché pendant des kilomètres, jusqu'à ce que la nuit tombe. Mes pieds saignaient et laissaient des traces rouges sur la poussière de la route. Mon crâne rasé me brûlait sous le soleil d'août, puis grelottait dans la fraîcheur du soir. Et la croix gammée peinte sur ma poitrine commençait à sécher et à tirer ma peau. Et je me suis effondrée finalement dans un fossé au bord d'un champ. Et j'ai pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes. Et même après, j'ai continué à sangloter à sec, mon corps secoué de spasmes pendant que la nuit s'installait autour de moi et que je réalisais que je n'avais nulle part où aller, personne vers qui me tourner, rien d'autre que cette route et l'inconnu qui m'attendait. Cette première nuit dans les fossés au bord de la route m'a appris que la mort par exposition est lente et cruelle, que le corps s'accroche à la vie même quand l'esprit a abandonné, et quand l'aube s'est levée sur mon corps recroquevillé et tremblant, j'ai compris que survivre à la tonte n'était que le début d'un calvaire qui durerait des mois, peut-être des années, peut-être toute ma vie. Je me suis relevée avec difficulté, mes membres raides et douloureux, ma tête rasée couverte de croûtes de sang séché, et j'ai repris ma marche vers l'est sans savoir où j'allais, guidée seulement par l'instinct de m'éloigner le plus possible de ma ville natale où chaque pierre, chaque arbre portait des souvenirs qui maintenant me brûlaient comme de l'acide. La croix gammée peinte sur ma poitrine était toujours visible malgré mes tentatives de la frotter avec de l'herbe humide de rosée. Et j'ai déchiré un morceau de ma jupe déjà en lambeaux pour m'en faire une sorte de châle qui couvrait au moins ma nudité partielle. Mais rien ne pouvait cacher mon crâne tondu, qui me marquait aussi sûrement qu'un fer rouge aurait marqué du bétail. Le premier village que j'ai atteint s'appelait Saint-Martin-des-Champs, 15 km à l'est de chez moi. Et quand je suis entrée dans la rue principale, en boitant sur mes pieds blessés, les gens se sont arrêtés pour me regarder, et j'ai vu la reconnaissance immédiate dans leurs yeux. Ils savaient ce que signifiait une femme au crâne rasé qui errait seule sur les routes. Et avant même que j'ouvre la bouche pour demander de l'aide, une vieille femme a craché par terre et a dit « Nous ne voulons pas de ton espèce ici. Va-t'en avant qu'on te chasse, comme on a chassé nos propres putains. » J'ai essayé d'expliquer que j'avais juste besoin d'eau et peut-être d'un endroit pour me reposer quelques heures. Mais un homme avec une fourche est sorti de sa grange et s'est dirigé vers moi en disant « Tu as entendu ? Dégage ou je te plante ça dans le ventre. » Et son visage était si sérieux
que j'ai compris qu'il ne bluffait pas, que la violence de la libération n'avait pas épuisé la soif de sang, mais l'avait attisée. Et je suis repartie en courant, du mieux que je pouvais, sur mes pieds meurtris. Les semaines suivantes ont été une succession de villages qui me rejetaient, de portes qui se fermaient sur mon nez, de regards de dégoût et de mépris, et j'ai survécu en mendiant des restes de nourriture dans les poubelles derrière les restaurants, en buvant l'eau des ruisseaux, en dormant dans des granges abandonnées ou sous des ponts, et mon corps déjà affaibli par les privations de l'occupation maigrissait encore davantage, jusqu'à ce que je ressemble à un squelette ambulant recouvert de peau, mes côtes saillantes, mes joues creuses, mes yeux enfoncés dans leurs orbites. Un matin de septembre, j'ai croisé une autre femme au crâne rasé, qui marchait dans la direction opposée. Elle avait peut-être 40 ans, grande et mince. Et quand nos regards se sont croisés, il y a eu une reconnaissance immédiate, une compréhension silencieuse de ce que nous avions toutes les deux vécu. Et nous nous sommes assises au bord de la route pour partager un quignon de pain qu'elle avait réussi à obtenir, et échanger nos histoires comme des soldats comparent leurs blessures de guerre. Elle s'appelait Jeanne et elle venait de Caen. Et son histoire était différente de la mienne, mais le résultat était le même. Elle avait travaillé comme serveuse dans un café réquisitionné par les Allemands. Elle servait le café et les repas aux officiers, rien de plus. Elle n'avait jamais couché avec aucun d'entre eux, mais cela n'avait pas eu d'un qui l'avait tondue le lendemain de la libération, parce que servir l'ennemi était déjà une collaboration dans leur esprit tordu. Elle m'a raconté qu'elle avait vu des femmes tondues pour avoir simplement parlé allemand, pour avoir souri à un soldat dans la rue, pour avoir vendu des légumes aux troupes d'occupation. Et j'ai réalisé que la définition de la collaboration était élastique, qu'elle s'étirait pour englober n'importe quelle femme que quelqu'un voulait punir, et que derrière le discours patriotique sur l'honneur français, il y avait souvent des vengeances personnelles, des jalousies, des règlements de compte qui n'avaient rien à voir avec la guerre. Jeanne m'a dit qu'elle avait rencontré au moins 20 femmes tondues sur les routes depuis sa propre tonte, que certaines étaient mortes de faim ou de maladie, que d'autres avaient disparu dans les bois et qu'on ne les avait jamais revues, et qu'une s'était jetée dans la rivière avec des pierres dans les poches parce qu'elle ne supportait plus la honte et le rejet. Nous avons voyagé ensemble pendant quelques jours. Il y avait un réconfort étrange à ne pas être seule dans cette errance, et Jeanne connaissait des astuces de survie, où trouver des fruits sauvages, comment demander du travail dans les fermes isolées, où les gens avaient moins de préjugés ou au moins assez besoin de main-d'œuvre pour fermer les yeux sur notre apparence. Dans une ferme près de Falaise, nous avons travaillé 3 semaines pour une vieille femme dont les fils étaient morts à la guerre. Elle nous donnait à manger des restes et nous laissait dormir dans l'étable en échange de 14 heures de travail par jour à nettoyer les écuries, traire les vaches, ramasser les pommes de terre. Et c'était un travail éreintant qui me brisait le dos et me faisait saigner les mains. Mais au moins, c'était mieux que la route et la faim constante. La vieille femme ne nous parlait presque jamais. Elle nous regardait avec une sorte de pitié méprisante. Et un jour, elle a dit « Vous avez eu ce que vous méritiez, mais ça me fait quand même de la peine de vous voir comme ça. » Et je ne savais pas si je devais la remercier pour cette demi-compassion ou me sentir insultée par son jugement. Quand l'automne est arrivé et que le travail agricole s'est ralenti, la vieille femme nous a dit qu'elle ne pouvait plus nous garder, qu'elle n'avait pas assez de nourriture pour l'hiver pour 3 personnes. Et Jeanne et moi sommes repartis sur les routes qui commençaient à se couvrir de feuilles mortes et où le vent glacial annonçait l'hiver terrible qui s'approchait. Nous nous sommes séparés à Alençon parce que Jeanne voulait essayer de rentrer dans sa famille à Lyon et moi, je n'avais nulle part où aller, alors j'ai continué à errer vers le sud-ouest et cette séparation m'a replongée dans une solitude si profonde que certains jours je passais des heures sans prononcer un seul mot, ma voix s'atrophiant comme un muscle inutilisé.
L'hiver 1944-1945 a été aussi dur que celui de 41-42, mais pour des raisons différentes. Cette fois, ce n'était pas l'occupation qui me tuait lentement, mais le rejet de mon propre peuple. Et j'ai dormi dans des ruines de maisons bombardées, dans des églises abandonnées, une fois, dans un cimetière où j'ai trouvé une crypte entr'ouverte, et je me suis couchée à côté des cercueils, en pensant que bientôt j'aurais ma place parmi les morts. En décembre, j'ai attrapé une pneumonie. Mes poumons brûlaient à chaque respiration. La fièvre me faisait délirer. Et je me suis traînée jusqu'à un presbytère dans un village dont je ne me rappelle même plus le nom. Et j'ai frappé à la porte, en sachant que c'était probablement ma dernière chance. Que si le prêtre me rejetait, je n'aurais plus la force de continuer. La porte s'est ouverte sur un vieil homme de 70 ans, avec des cheveux blancs et des yeux doux. Et il m'a regardé, mon crâne maintenant recouvert d'un duvet de cheveux qui commençait à repousser, mon corps squelettique tremblant de fièvre. Et il n'a pas posé de questions, il m'a juste fait entrer et m'a installé dans un lit propre et m'a soigné pendant 3 semaines, jusqu'à ce que la fièvre tombe et que mes poumons se dégagent. Le père Michel était un homme bon dans un monde devenu mauvais. Il ne m'a jamais jugé, ne m'a jamais demandé ce que j'avais fait pour mériter ma tonte. Il me traitait avec une dignité que je n'avais pas connue depuis des mois. Et quand je lui ai finalement raconté mon histoire, il a juste hoché la tête et a dit « Dieu seul peut juger les cœurs, et les hommes qui t'ont fait ça portent leur propre fardeau de péché, même s'ils ne le savent pas encore. » C'est le père Michel qui m'a appris en janvier 1945 que Karl était mort. Il avait entendu parler d'une liste de soldats allemands tués pendant l'offensive des Ardennes en décembre, et le nom de Karl Weber, lieutenant, Munich, était sur cette liste, mort le 22 décembre près de Bastogne, d'une balle dans la poitrine. J'ai pleuré pour lui cette nuit-là. Pleurer pour l'homme qu'il avait été, pour les conversations que nous avions eues, pour les promesses qu'il m'avait faites et que je savais impossibles, mais auxquelles une partie de moi s'était accrochée malgré tout. Et j'ai pleuré aussi pour moi-même, parce que sa mort coupait le dernier lien avec la période où j'avais été quelqu'un, où j'avais eu un nom et une identité au-delà de celle de la femme tondue. Le père Michel m'a laissé pleurer, sans essayer de me consoler avec des platitudes. Il est juste resté assis à côté de moi en silence. Et ce silence compatissant valait plus que tous les mots qu'il aurait pu dire. Quand le printemps est arrivé et que ma santé s'était suffisamment rétablie, le père Michel m'a trouvé un travail chez une famille qui avait besoin d'une femme de ménage. Il vivait dans une grande maison à la périphérie du village. Le mari était médecin et la femme enseignante. Et ils m'ont accepté, malgré mes cheveux courts qui trahissaient encore mon passé. Ils payaient mal, mais ils me traitaient correctement, sans cruauté gratuite. Et c'était déjà énorme dans ce monde nouveau, où la gentillesse était devenue une denrée rare. Je nettoyais leur maison du matin au soir. Je lavais leur linge, je préparais leurs repas. Et le soir, je rentrais dans la petite chambre que le père Michel me louait pour presque rien, et je m'asseyais près de la fenêtre à regarder le ciel, en me demandant combien de temps je devrais vivre comme ça, invisible, effacé, sans avenir ni espoir. Le 8 mai 1945, quand la nouvelle de la capitulation allemande est arrivée, le village entier a célébré. Les gens dansaient dans les rues, buvaient, riaient, s'embrassaient. Et moi, j'ai regardé depuis ma fenêtre cette joie collective à laquelle je ne pouvais pas participer. Et j'ai compris que pour la plupart des gens, la guerre était finie, mais que pour moi, elle ne finirait jamais vraiment. Que je porterais ces cicatrices jusqu'à ma mort. Que chaque fois que je me regarderais dans un miroir, je reverrais la femme tondue, marchant nue dans les rues, sous les crachats et les insultes. Que chaque fois que quelqu'un me demanderait ce que j'avais fait pendant la guerre, je devrais mentir ou affronter leur jugement. Et qu'il n'y aurait jamais de libération pour moi, jamais de retour à la normale.
Jamais de rédemption aux yeux de ceux qui avaient décidé que j'étais coupable d'un crime qui consistait simplement à avoir voulu survivre et à avoir trouvé de l'humanité chez quelqu'un que j'étais censé haïr. La guerre était finie pour le monde, mais elle continuait en moi, comme une maladie chronique qui ne tue pas, mais ne guérit jamais. Et les 54 années qui ont suivi cette libération, qui n'en était pas une pour moi, ont été une longue descente dans l'invisibilité, un effacement progressif de tout ce que j'avais été, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une vieille femme aux cheveux blancs que personne ne regarde 2 fois dans les rues de Paris, où je me suis réfugiée en 1946, sous un nom qui n'était pas le mien. Je m'appelle officiellement Marie Blanchard. Depuis cette année-là, j'ai acheté de faux papiers à un faussaire de Pigalle, qui ne posait pas de questions tant qu'on payait. Et Marianne Dupont est morte quelque part entre la tonte d'août 1944 et mon arrivée dans la capitale, où je pensais pouvoir me perdre dans la masse anonyme de millions de gens qui avaient tous leurs propres secrets et leurs propres hontes à cacher. Paris était pleine de fantômes en 1946. Des gens qui fuyaient leur passé, des collaborateurs qui se cachaient, des résistants de la dernière heure qui s'inventaient des faits d'armes héroïques, des juifs revenus des camps qui cherchaient leurs familles disparues. Et moi, j'étais un fantôme parmi les fantômes, une femme sans histoire officielle qui travaillait comme blanchisseuse dans une laverie industrielle du 13e arrondissement, où personne ne me demandait d'où je venais, ni pourquoi mes cheveux avaient été si courts quand j'étais arrivée, qu'on voyait encore les cicatrices de la tondeuse sur mon crâne. Le travail était épuisant. 14 heures par jour dans la vapeur et la chaleur, à laver le linge des hôtels et des restaurants, mes mains plongées dans l'eau bouillante et la lessive caustique jusqu'à ce que la peau se fendille et saigne. Mais c'était un travail anonyme, où je ne croisais presque personne, où je pouvais exister sans avoir à expliquer mon existence. Et c'était tout ce que je demandais. J'ai vécu seule pendant toutes ces années, dans une chambre de bonne au 6e étage sans ascenseur, d'un immeuble délabré de la rue de Tolbiac, 9 mètres carrés, avec un lit, une chaise, une table, un réchaud à gaz et les toilettes sur le palier que je partageais avec 6 autres locataires. Et cette chambre était mon refuge et ma prison, l'endroit où je me cachais du monde qui ne voulait pas de moi. J'ai essayé une fois de créer une vie normale. En 1952, un homme qui travaillait comme gardien dans mon immeuble s'est intéressé à moi. Il s'appelait Georges, 50 ans, veuf, solitaire comme moi, et il m'a invité à prendre un café et j'ai accepté, parce qu'une partie de moi voulait encore croire que peut-être je pourrais avoir une deuxième chance, que peut-être le passé pouvait rester enterré et que je pourrais construire quelque chose de nouveau sur ses ruines. Nous nous sommes fréquentés pendant 3 mois, des promenades le dimanche, des dîners simples dans des bistrots bon marché, et Georges était gentil, à sa manière maladroite. Il ne posait pas trop de questions sur mon passé, et je ne posais pas de questions sur le sien. Mais quand il a commencé à parler de mariage, de peut-être avoir des enfants, même si nous n'étions plus très jeunes, j'ai paniqué. Et je me suis enfermée dans ma chambre pendant 1 semaine, sans répondre quand il frappait à ma porte. Comment aurais-je pu lui expliquer que l'idée du mariage, de l'intimité, de partager ma vie avec quelqu'un, me terrifiait parce que cela signifierait révéler qui j'étais vraiment. Et que si je révélais qui j'étais, il me regarderait différemment. Il verrait la femme tondue, la putain d'ébauche, et tout ce qui était doux entre nous se transformerait en dégoût. Georges a fini par abandonner, et quelques mois plus tard, il s'est marié avec une autre femme de l'immeuble, et je les ai vus ensemble parfois dans la cour. Et j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à du regret, mais aussi du soulagement, parce qu'au moins, je n'avais pas eu à mentir davantage ou à risquer d'être découverte. Les décennies ont passé dans une routine qui ne changeait presque jamais.
le travail à la laverie jusqu'en 1968, quand mes mains sont devenues trop arthritiques pour continuer. Puis le travail comme femme de ménage dans des bureaux la nuit. Et finalement, la retraite minuscule qui me permettait à peine de payer mon loyer et ma nourriture. Et pendant toutes ces années, je n'ai presque jamais parlé de la guerre, de l'occupation, de Karl, de la tonte. Ces choses restaient enfermées dans un compartiment scellé de mon esprit que je n'ouvrais que la nuit quand les cauchemars me réveillaient en sueur et tremblante. La France des années 50, 60, 70 ne voulait pas parler de ces femmes tondues. C'était un sujet tabou, une honte nationale qu'on préférait oublier. Et les historiens qui écrivaient sur l'occupation et la libération mentionnaient à peine les 20 000 femmes qui avaient été publiquement humiliées, rasées, battues, chassées, et dont beaucoup étaient mortes dans l'anonymat et la misère. J'ai lu dans un journal en 1987 qu'une historienne française commençait à étudier le phénomène de la collaboration horizontale et des tontes, qu'elle cherchait des témoignages de survivantes. Et j'ai découpé l'article et je l'ai gardé dans un tiroir pendant 3 ans avant de trouver le courage de lui écrire une lettre. J'avais 70 ans à ce moment-là. Mes cheveux étaient blancs depuis longtemps. Mon corps était courbé par les années de travail dur. Mes mains tremblaient à cause de l'arthrite. Mais ma mémoire était intacte, trop intacte. Chaque détail de cette journée d'août 1944 gravé dans mon cerveau comme au fer rouge. Et quand l'historienne, une jeune femme de 35 ans qui s'appelait Sophie Bertrand, est venue me voir dans ma chambre minuscule et a posé son magnétophone sur ma table branlante, j'ai commencé à parler et je n'ai pas pu m'arrêter pendant 6 heures. Je lui ai tout raconté, depuis la première rencontre avec Karl jusqu'à la tonte et l'exil et les années de dérive. Et elle écoutait en prenant des notes, et parfois ses yeux se remplissaient de larmes. Mais elle ne m'interrompait jamais. Elle me laissait vider 50 ans de silence accumulé. Et quand j'ai fini, j'étais épuisée, mais aussi étrangement libérée, comme si un abcès venimeux avait enfin été percé et que le pus pouvait s'écouler. Sophie m'a dit que j'étais courageuse de témoigner, que beaucoup de femmes refusaient de parler, par honte ou par peur. Et je lui ai répondu que ce n'était pas du courage, mais de la rage. La rage de voir que l'histoire officielle avait effacé notre existence, que les livres parlaient des héros de la résistance et des victimes de la déportation, mais jamais de nous, les femmes prises entre deux feux, punies pour avoir survécu de la seule manière qu'on nous avait laissée. Elle m'a demandé si je regrettais ma relation avec Karl. Et j'ai dit non, je ne regrette pas d'avoir trouvé de l'humanité dans un temps inhumain. Je regrette seulement que le monde ait décidé que cet amour était un crime, alors que les vrais crimes, les dénonciations, les pillages, les trahisons de ceux qui nous ont jugés sont restés impunis. Le livre de Sophie est sorti en 1993. Il s'appelait « Les tondus ». Enquête sur les femmes accusées de collaboration horizontale. Et mon témoignage occupait un chapitre entier, sous un pseudonyme que j'avais choisi, Marianne D. Et quand je l'ai lu pour la première fois, j'ai pleuré, en voyant mon histoire imprimée, noir sur blanc, validée, reconnue, sortie enfin du silence où elle avait pourri pendant presque 50 ans. Le livre a fait du bruit. Des journaux en ont parlé. Des émissions de radio ont invité Sophie pour en discuter. Et soudain, cette page honteuse de l'histoire française était exposée au grand jour. Les chiffres étaient là. Environ 20 000 femmes tondues à la libération en France. La plupart pour des accusations qui n'auraient jamais tenu devant un tribunal. Beaucoup mortes de suicide ou de misère dans les années qui ont suivi. Et personne n'avait jamais été puni pour ces violences. Personne n'avait jamais eu à répondre de ces humiliations publiques qui avaient détruit des vies. J'ai reçu des lettres après la publication du livre, certaines de soutien de la part d'autres survivantes qui me remerciaient d'avoir parlé,
qui me racontaient leurs propres histoires si similaires à la mienne que c'était comme lire des variantes du même cauchemar. Et nous avons formé un petit groupe qui se réunissait une fois par mois dans un café du Marais. 6 ou 7 vieilles femmes aux cheveux blancs qui avaient toutes été tondues un demi-siècle plus tôt et qui partageaient enfin leurs expériences sans jugement ni honte. Mais j'ai aussi reçu des lettres de haine, des lettres anonymes qui me traitaient de menteuse, qui disaient que j'exagérais pour me faire passer pour une victime alors que j'étais une traîtresse, que les femmes comme moi avaient eu exactement ce qu'elles méritaient et que je devrais avoir honte de me plaindre 50 ans après. Et ces lettres me blessaient, mais elles me confirmaient aussi pourquoi il était essentiel de témoigner. Parce que l'oubli tue 2 fois. D'abord les victimes, puis leur mémoire. Et que tant qu'il y aurait des gens pour nier ou minimiser ce qui nous était arrivé, il faudrait des voix pour dire non, c'était réel, c'était horrible, et ça fait toujours mal. Aujourd'hui, j'ai 78 ans. Je vis toujours dans la même chambre de bonne, bien que l'immeuble ait été rénové autour de moi. Mes mains tremblent trop pour écrire longtemps, et mes yeux fatigués ont du mal à lire. Mais ma mémoire reste claire comme du cristal, et je vois encore tout, la tonte, la marche de la honte, les années d'errance, et aussi Karl, son visage quand il me regardait dans le café, sa voix quand il me lisait de la poésie allemande, ses promesses qu'il ne pourrait jamais tenir. Et je ne sais toujours pas si ce que nous avions était de l'amour, ou juste 2 solitudes qui se rencontraient dans le chaos de la guerre. Mais je sais que c'était réel, que c'était humain, et que personne n'avait le droit de me punir pour avoir choisi la vie plutôt que la pureté idéologique. Je veux que vous qui écoutez cette histoire compreniez quelque chose d'essentiel. La collaboration horizontale n'était pas un phénomène simple de traîtresse qui couchait avec l'ennemi par idéologie ou par vice. C'était infiniment plus complexe. C'étaient des femmes qui essayaient de survivre dans un monde où elles n'avaient aucun pouvoir, où leur seule monnaie d'échange était leur corps. Et certaines l'ont utilisé pour ne pas mourir de faim. D'autres ont trouvé de véritables sentiments chez des hommes qui portaient l'uniforme de l'occupant, mais qui restaient des êtres humains. Et la violence qui s'est déchaînée contre nous à la Libération n'avait rien à voir avec la justice. C'était de la vengeance collective. C'était une façon pour une société qui s'était compromise dans son ensemble de se purifier en sacrifiant ses membres les plus vulnérables. Les femmes qui n'avaient ni pouvoir politique, ni pouvoir économique, ni pouvoir physique pour se défendre. Les hommes qui nous ont tondus étaient souvent les mêmes qui avaient vendu aux Allemands, qui avaient dénoncé des Juifs, qui avaient collaboré de manière bien plus grave que nous, mais eux n'ont jamais été rasés publiquement, jamais humiliés sur la place du village, jamais chassés de leur maison. Et c'est cette hypocrisie qui me révolte encore aujourd'hui, cette double morale qui punissait les femmes pour des péchés mineurs, tout en pardonnant aux hommes leurs crimes majeurs. Je pense à Madame Renaud, qui m'a craché au visage en disant que j'avais déshonoré les femmes françaises, et je sais maintenant que son fils n'est pas mort au combat, comme elle le prétendait, mais qu'il a été exécuté pour avoir dénoncé une famille juive à la Gestapo. Mais elle a transformé sa honte en rage contre moi, parce que c'était plus facile que d'affronter la vérité sur son propre fils. Je veux aussi que vous sachiez que nous n'étions pas toutes innocentes, que parmi les femmes tondues, il y en avait qui étaient de vrais collaborationnistes, qui avaient des relations avec des officiers SS, qui dénonçaient des résistants, qui s'enrichissaient grâce à l'occupation, et celles-là méritaient peut-être un jugement, mais un vrai jugement devant un tribunal, pas une humiliation publique orchestrée par une foule en délire, et surtout pas le même traitement que celui réservé à une serveuse qui apportait du café ou à une femme qui aimait un soldat allemand qui détestait la guerre autant qu'elle. La vengeance collective ne fait pas de distinction. Elle ne cherche pas la nuance.
Elle cherche des boucs émissaires sur qui déverser toute la rage et la frustration accumulées pendant des années d'occupation. Et nous avons été ces boucs émissaires parce que nous étions visibles, vulnérables et que notre punition ne coûtait rien à personne. 54 ans après ma tonte, je porte toujours les cicatrices. Pas sur mon crâne, où les cheveux ont repoussé depuis longtemps, mais dans mon âme, où elles saignent encore chaque fois que je me regarde dans le miroir et que je vois non pas la vieille femme que je suis devenue, mais la jeune femme de 25 ans, tondue et nue, marchant sous les crachats de ses voisins. Et je sais que ces cicatrices ne guériront jamais, qu'elles font partie de moi aussi sûrement que mes os et mon sang, et que je les emporterai dans ma tombe quand je mourrai bientôt. Mais avant de mourir, je voulais laisser ce témoignage. Je voulais que quelqu'un sache que Marianne Dupont a existé, qu'elle a aimé un homme qui portait le mauvais uniforme, qu'elle a été punie pour cet amour d'une manière qui a détruit sa vie, et que cette destruction n'était pas de la justice, mais de la cruauté déguisée en patriotisme. Souvenez-vous de nous, les 20 000 femmes tondues de France. Souvenez-vous que nous étions des êtres humains, avec des noms et des visages et des histoires, pas juste des statistiques dans les livres d'histoire. Souvenez-vous que beaucoup d'entre nous n'ont rien fait d'autre que d'essayer de survivre dans des temps impossibles, et que la violence qui nous a été infligée était le reflet de la lâcheté collective d'une nation qui ne voulait pas regarder ses propres compromissions. Souvenez-vous aussi que le mal ne vient pas toujours des monstres, mais souvent des gens ordinaires qui, dans certaines circonstances, deviennent des bourreaux, et que la foule qui criait pour notre sang en août 1944 était composée de vos grands-parents, de vos arrière-grands-parents, de gens normaux qui se sont laissés emporter par l'ivresse de la vengeance. Ne laissez pas cette histoire mourir avec moi et les dernières survivantes. Transmettez-la à vos enfants et petits-enfants. Faites qu'ils sachent que la libération n'a pas été glorieuse pour tout le monde, qu'elle a eu son lot de violences injustes et de règlements de comptes, et que parfois, les victimes de la guerre ne sont pas celles qu'on croit. Je m'appelle Marianne Dupont. J'ai aimé un homme qui s'appelait Karl Weber, et pour cet amour, j'ai payé le prix pendant toute ma vie. Et maintenant que je suis vieille et fatiguée, et que la mort approche, je veux juste que vous vous souveniez que j'ai existé, que nous avons toutes existé, et que notre silence forcé pendant un demi-siècle ne doit plus jamais se répéter.